d'actualité accessible au plus grand nombre en mêlant des codes qui sont propres aux réseaux sociaux et une approche journalistique de l'actualité. À l'époque, je me lançais sur YouTube en prenant pour modèle pas forcément honnêtement des journalistes ou alors uniquement effectivement pour les principes déontologiques du journalisme. Mais les modèles autrement, c'était davantage des créateurs de contenu qui évidemment arrivaient à faire ça spontanément et faisaient de la vulgarisation sur de la science, sur de l'histoire, sur tout ça. Sur YouTube, une période où il y avait globalement peu de médias qui étaient présents sur la plateforme. C'est comme ça que c'est né, donc ça a commencé d'abord sur YouTube en 2020, je pense qu'on peut passer le slide, 2015 pardon, si moi-même je me trompe, on est mal parti. En 2015, donc il y a quasiment là dans quelques mois, ça fera pile 10 ans. YouTube à l'époque c'était le plus évident parce qu'on sentait que c'était une plateforme où on passait nous-mêmes beaucoup de temps. Il y a eu le lancement de la chaîne des Actus du Jour, un peu plus tard il y a eu en 2017 le lancement d'un compte Instagram qui résultait à l'époque surtout d'une volonté de se dire j'étais à l'époque tout seul à lancer ça, j'avais un temps limité, des moyens limités, donc j'étais pas capable de faire une vidéo par jour comme on le fait aujourd'hui sur YouTube, donc c'était assez logique de se dire on va aller sur Instagram pour essayer de faire des formats qui de fait sont plus faciles à produire parce que c'est des contenus écrits, il suffisait d'avoir Photoshop qu'on pouvait trouver d'une façon ou d'une autre en le téléchargeant quelque part et essayer de faire des choses et donc c'était une façon avec peu de moyens de continuer à informer et de faire tout ça. Et des déclinaisons sur le compte pop et le compte sport sont arrivées après pour parler davantage de culture et de sport. Ça a grandi en 2021, l'équipe aussi a commencé à grandir au fur et à mesure. En 2020 et 2021, on s'est mis à faire une vidéo par jour, ce qui n'était pas le cas avant et ce qui honnêtement, quand on a annoncé... Moi je me souviens quand j'ai eu la discussion avec Benjamin et Blanche, qui étaient les deux seuls journalistes à l'époque qui travaillaient avec moi, qui sont vrais chefs aujourd'hui de l'équipe, et quand je leur ai dit, je pense qu'il faut qu'on fasse une vidéo par jour sur YouTube, ils m'ont un peu regardé avec des gros yeux en se disant mais déjà les gens ils vont avoir l'impression qu'on les spam et ils vont péter un câble, et au-delà de ça, est-ce que vraiment on est capable de suivre ce rythme et d'arriver à faire ça? Heureusement, il a fallu du coup étoffer l'équipe pour réussir à faire ça, mais c'est comme ça que le format des Actus du Jour est né. J'avance un petit peu 2023, on a lancé une newsletter avec Kessel qui est là dans la salle, je l'ai non plus, c'est ici. Dans l'objectif aussi d'attirer un autre public qui n'est pas forcément un public qui a l'habitude d'aller sur YouTube pour s'informer. Alors ça reste un public globalement qui est jeune, mais c'est de fait d'autres usages. Et de notre côté, c'était aussi une façon de ne pas reposer uniquement sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qui revient souvent et peut-être que ça viendra dans les questions après, de la dépendance aux plateformes et les risques associés au changement d'algorithme et à tout ça. Je pense que vous avez forcément de votre côté aussi des enjeux similaires qui peuvent se poser. La réflexion de notre côté, ça a été de se dire, certes, il faut qu'on soit sur les différents réseaux sociaux, il ne faut pas qu'on soit sur un seul réseau social, mais il faut aussi en parallèle qu'on commence à construire d'autres canaux de diffusion de notre travail et de ce qu'on peut faire. Et donc la newsletter était apparue assez naturellement dans ce cadre-là, avec un lancement il y a bientôt 2 ans maintenant. Et aujourd'hui, c'est aussi un moyen direct, évidemment, pour parler à notre public et avec un format d'actu du jour qu'on fait dans ce cadre-là. Ça a été aussi, juste en 2023, le début d'un travail qu'on a fait avec France Télévisions sur la diffusion, la codiffusion d'un format d'interview qui était sur YouTube et diffusé aussi sur France 2 en télévision. La réflexion et la philosophie derrière tout ça, ça a été de se dire qu'on avait un format qui était né sur YouTube, qui pouvait potentiellement intéresser un public plus large factuellement un public un peu plus âgé, disons les choses, à la télévision, et que ce format-là méritait d'avoir un public potentiellement élargi et aussi des moyens communs avec France Télévisions pour pouvoir le pousser. Mon objectif, et je pense que l'objectif de l'équipe aujourd'hui n'a jamais été de passer des réseaux sociaux à des médias plus traditionnels, parce qu'on croit évidemment en la force des réseaux sociaux aujourd'hui, on pense que c'est pas quelque chose qui va changer d'une façon ou d'une autre, mais on est conscient aussi qu'il y a, la télévision reste évidemment un acteur très, très présent aujourd'hui, notamment auprès d'une certaine tranche d'âge, et donc c'est pertinent aussi de pouvoir développer ces formats auprès d'un autre public. En 2024, on a lancé, et on va en parler dans un instant, Élan, un nouveau média, mais j'en parle pas plus parce que Laurie va en parler dans un instant. Et si on avance encore un petit peu, aujourd'hui du coup, ce qu'on a essayé de faire au fil des années, c'est d'être à la fois sur du format court, voire très court dans certains cas,
et à la fois sur des formats plus longs. Quand je me suis lancé il y a 10 ans, l'idée d'envisager de faire du reportage, de faire des interviews, de faire tout ça, c'était inconcevable, c'était un non-sujet pour moi, parce que c'était une question de moyens. Je vous donnais l'exemple d'Instagram tout à l'heure, ça je pouvais le faire, c'était plus ou moins jouable, on va dire, avec mes études en parallèle et avec tout ça, mais factuellement, envisager de faire du reportage ou autre, c'est venu plus tardivement et c'est quelque chose qu'on a fini par développer. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis très fier du travail qu'on a la chance de pouvoir faire avec mon équipe, parce que il y a des millions de personnes aujourd'hui qui nous suivent sur Instagram ou sur TikTok ou même sur YouTube dans certains cas pour des formats courts. Mais on a aussi beaucoup de gens qui ont l'habitude d'écouter une interview d'une heure et demie avec un chercheur sur un sujet sur YouTube. Et au passage, c'est un élément un des enseignements pour nous assez majeur cette année. On a beaucoup fait de formats d'interviews sous forme de podcast, d'environ 1 heure et demie. Au départ, on avait cette petite crainte au sein de l'équipe de se dire, si on fait des formats aussi longs, peut-être qu'il y a un enjeu à avoir des sujets plus légers ou là d'aller sur des sujets un peu plus légers. Ce qui est assez intéressant après là plus d'1 an à faire quasiment une interview par semaine et avec une grande variété d'invités, c'est que oui, les interviews pop et culturelles avec des grands noms de la musique, du sport ou autre, ça intéresse toujours et ça plaît à beaucoup de monde. Mais en fait, assez souvent, des formats d'interview avec des chercheurs, avec des experts sur certains sujets intéressent beaucoup plus et factuellement font plus de vues que certaines interviews culturelles de personnalités que tout le monde connaît. Et ça, on a eu plein d'exemples cette année. On a pu faire, alors ça peut être des personnalités politiques dans certains cas, Volodymyr Zelensky notamment, qu'on avait fait il n'y a pas si longtemps, mais c'est aussi, on a fait Jean-Marc Jancovici il y a quelques mois, on a fait un expert sur la question du sommeil, on a fait un nutritionniste. Enfin, on peut faire plein d'interviews différentes, mais on voit qu'il y a cet intérêt quand même pour creuser des sujets pendant 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures dans certains cas. Et c'est très plaisant à voir, que ce soit sur YouTube ou en podcast, de voir que ça intéresse autant.